Bien. Ben, merci à toutes et à tous. On est très contents de vous avoir ici. Mon nom est Georgia Monrego et au nom de toute l'équipe de Wallonie-Bruxelles Design Mode, donc Laure Capitani, Leslie Lombard et Dominique Lefebvre, notre attaché de presse. On vous souhaite la bienvenue. Juste pour ceux qui ne connaissent pas très bien, donc ici vous êtes dans les bureaux de l'Agence Wallonne à l'exportation et de Wallonie-Bruxelles International, qui sont deux des trois institutions, donc avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui financent l'Agence Wallonie-Bruxelles Design Mode, pour laquelle nous contribuons, et qui a comme mission de promouvoir sur la scène internationale les créateurs et les entreprises dans les secteurs de la mode et aussi et du design. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le projet d'édition 2013 de notre projet Showroom Les Belges, qui est un projet qui accompagne à l'occurrence 5 créateurs pendant une année et qui a, disons, les événements plus visibles de tout ce projet d'accompagnement que Laure vous expliquera plus dans les détails, sont les 2 showrooms à Paris en mars et en octobre. Je remercie beaucoup les gens qui sont assis ici avec nous. Benjamin Mazza du showroom No Season, qui représente nos créateurs pendant la Fashion Week. Raphaël Jiménez, qui est le coach qui nous conseille depuis déjà 2 ans sur donc, pour notre stratégie. Philippe Pourachemi, qui est l'auteur des magnifiques textes qui sont dans le communiqué de presse que je vous invite à lire parce qu'ils sont vraiment très très beaux, et qui a géré un projet de communication qui s'appelle Carte Blanche. Donc il vous en parlera plus dans le détail, mais je profite pour présenter Quentin de Mispelard, qui sera le photographe qui réalisera le shooting pour la prochaine, pour cette saison, et Florence Espel de Start Invest, un fonds d'investissement de la région Wallonne et la communauté française, qui aide les entreprises créatives au niveau financier. Donc très important en ce moment difficile. Voilà, donc je vous présente rapidement parce que, bon, à part les filles à papa, les autres créateurs sont là. Les filles à papa s'excusent, mais elles ont eu un empêchement de la dernière minute, donc leur collection n'est pas non plus visible ici. Mais en gros, vous les connaissez un peu tous, je pense. Et les filles à papa, c'est une longue collaboration avec elles parce qu'on travaille ensemble depuis le début de notre expérience dans la mode et aussi la leur, parce qu'elles étaient à leur 2e collection quand on a commencé à collaborer. Et donc elles participent à nos showrooms depuis 3 ans. Là on entame la 4e année. Et voilà, on était très contente qu'elles aient quand même encore réintroduit un dossier pour être sélectionnées pour 2013, parce que bien qu'elles soient déjà bien lancées et que voilà, ça marche bien pour la marque Fille à Papa, on avait quand même envie de les soutenir jusqu'au bout. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des moments un peu charnières dans la carrière d'un créateur et voilà, même donc si ça fait plusieurs années, on a encore décidé de travailler avec elle pour 2013. Après, on a Calogero Di Natale, qui était aussi avec nous en 2013. C'était sa première participation. Il a commencé avec une collection d'accessoires. Après, il s'est confronté au marché et il a décidé de rediriger
sa collection vers du prêt-à-porter féminin. Donc là, c'est la deuxième collection prêt-à-porter de Calogero. Et voilà, on croit beaucoup en Calogero et ils ont l'accueil les acheteurs et la presse lui ont réservé était très prometteur. Donc voilà, il sera encore avec nous en tout cas pour 2013. Ainsi que Alice Klinkfus, qui elle présente voilà, je me souviens plus quelle collection, quatrième, troisième, voilà, merci. Troisième collection, elle était avec nous l'année passée. Voilà, elle a très bien évolué dans son travail. On est tous on croit très fortement dans son côté créatif, voilà, on aime beaucoup et aussi voilà, du côté commercial, ça commence à démarrer, donc on la soutient, voilà. Et puis on a deux nouveaux créateurs qui participent cette année. Un qui n'est pas nouveau, dans le sens qu'il travaille déjà depuis quelques années, c'est Marc-Philippe Couder. Et on est vraiment très heureuse de collaborer avec eux en 2013. Et voilà, je pense que c'est vraiment un support qui pourra les lancer vraiment sur la scène internationale. Ils sont connus en Belgique, tout le monde connaît Marc-Philippe, mais voilà, l'international c'est encore autre chose. Donc voilà. Et puis, Christ, qui était un peu le coup de foudre du jury qui a fait la sélection et qui, voilà, malgré ça soit une toute première collection, alors que dans les critères de sélection, en principe, on demande au moins 3 à 4 collections d'expérience, mais on est prêt à faire d'exception quand on reconnaît un vrai potentiel et du talent, et c'est pas ce qui manque au collectif de Christ. Et voilà, donc elles présentent une collection qui découle de leur travail de fin d'année, ou en tout cas de la première collaboration après les études. Ça, c'est plus juste. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec elle aussi pour nous, c'est la première fois qu'on travaille avec des créateurs qui démarrent vraiment presque de zéro, si on peut dire comme ça, en tout cas au niveau commercial. Et donc on est c'est très excitant pour nous aussi de les accompagner dès le départ dans cette belle aventure. Et voilà, donc là j'ai un peu fait le tour de tous les gens qui sont ici présents. N'hésitez pas après à parler avec eux, les connaître. Et ici, il y a quelques pièces de leur nouvelle collection qui seront présentes donc, chez No Season à partir du 26 février. Voilà, je passe la parole à Laure qui vous expliquera un peu mieux voilà, notre façon de travailler. Merci. Effectivement, on a testé une nouvelle formule lors de la dernière Fashion Week et on s'est dit que ça fonctionnait bien. On est assez content de voir dans quelle direction on va. On voulait un peu partager ça avec vous. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé nos partenaires ici pour vous expliquer plus en détail comment on fonctionne. Donc auparavant, nous louions une galerie et sur laquelle on essayait d'attirer les acheteurs et la presse en travaillant avec un agent commercial qui travaillait de façon ponctuelle. Et on a commencé à travailler avec Raphaël, donc on a fait appel à ses services pour qu'il nous conseille sur la façon de bien se promouvoir et bien promouvoir les créateurs, se faire une place à la Fashion Week de Paris. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais ça tout le monde cherche, mais il y a en tout cas des bons conseils à suivre et on a suivi les siens, donc qui nous ont menés en fait à collaborer avec une agence commerciale, donc un bureau de Benjamin Matza, donc No Season. Et pendant 2 semaines, c'est donc No Season qui, avec Julien et Olivia, qui font tout le travail d'approche des acheteurs qu'ils connaissent déjà et qui
qui arrive à les attirer parce que les acheteurs savent quel type de créateurs ils vont trouver en venant chez eux. Donc il y a vraiment tout un travail, ça je laisserai après peut-être développer tout ça. Mais ça change vraiment beaucoup les choses pour nous parce que voilà, on confie nos créateurs à des professionnels qui, dans ces métiers et avec qui on a appris beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de retours sur les commentaires des acheteurs, sur qui est passé, sur que faire. Enfin, on arrive vraiment à profiter du feedback des acheteurs et les conseils qu'ils prodiguent après aux créateurs sont vraiment très précieux. Donc voilà, fondamentalement c'est ça. Alors on a mis en place des séances de coaching. J'ai oublié de citer un troisième partenaire qui est le bureau de presse Out Level qui est basé à Paris. Et donc on s'est rendu compte que vraiment quand on était tout le monde autour de la table, No Season, Out Level, Raphaël, on avait vraiment un beau pool de compétences dont les conseils sont vraiment très précieux. Et donc on a mis en place effectivement des séances de coaching pour le développement des ventes et le positionnement stratégique des marques. Donc ça fonctionne bien. Je ne peux pas en dire trop parce qu'en même temps, il faut qu'ils racontent après comment eux voient les choses. Peut-être avant qu'on commence à discuter, on vous propose de visionner une petite vidéo que Raphaël, dans le cadre de Super 8, film production, a réalisé. Super 8. Super 8. Donc il fonctionne beaucoup avec la vidéo et là il y a une thématique qu'il a développée dont on va voir une des interviews et il dira un petit mot sur l'ensemble de sa démarche tout de suite. Donc on peut lancer la vidéo. Et la mode, c'est la vie, donc il faut être dans la vie. Et être dans la vie, c'est ne pas être trop préservé. Am I sexy when I shake it like this, like that? Am I sexy when you kiss me and I bite? J'ai envie de mettre une veste en fourrure sans rien en dessous. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Je suis consultant, mode et luxe. J'ai deux types de clients. Soit des grandes entreprises ou des groupes, soit des créateurs. J'offre mon regard, les idées que je peux avoir. C'est juste en termes d'identité, de communication et surtout d'expression sincère et intègre de leur vision. J'aime beaucoup les créateurs depuis tout le temps. Je trouve que c'est un métier inouï parce qu'ils sont toujours à la frontière de l'art et du commerce. La mode n'est pas du tout de l'art, c'est un art appliqué. Il y a des moments où effectivement la mode et l'art flirtent ensemble, mais au finish, une robe, si elle n'est pas portée dans la saison pour laquelle elle a été créée, elle se fane et elle n'intéressera que les musées dans le meilleur des cas ou les boutiques vintage. J'ai malheureusement vu des talents s'arrêter pour des questions de gestion. Mais j'ai aussi vu des talents s'arrêter parce que le créateur s'était perdu de vue lui-même. Il ne savait plus où il en était, il s'était fixé un objectif de vie, de création. Et entre-temps, il s'est égaré sur des chemins de traverse, motivé par l'ego, motivé par l'argent, mal influencé par des amis. Voilà, bon, c'est difficile. Alors l'opportunisme, c'est cette espèce de frénésie, de fièvre qu'on appelle la branchitude. Pendant un certain temps, un certain aéropage de gens qui sont prescripteurs d'opinions, qui sont photographiés, qui s'emballent, vous trouvent génial, se disent que leur vie d'un seul coup a changé parce que vous êtes arrivé. Et puis, on ne sait pas pourquoi, par lassitude, par déception,
quelque temps après, ils s'emballent pour quelqu'un d'autre qui effectivement leur a aussi changé la vie parce qu'ils ont apparu dans la mode. Je ne fais rien, je reste comme ça. Voilà. L'opportunité, c'est de saisir le bon autobus quand vous pensez que c'est dans cet autobus-là que vous devez monter, même s'il va s'arrêter un peu partout, même s'il ne va pas aller en ligne droite jusqu'à votre destination, mais quand vous l'avez vu arriver, vous avez senti que c'était ce bus-là qu'il faut prendre. Ce sont les occasions que votre destin vous offre pour accomplir votre destinée. Alors le potentiel, c'est souvent lié au talent. On dit « oh là là, c'est fou comment il regarde le monde, comment il analyse, c'est fou comment elle traduit sa vision en termes de mailles ou de souliers ». Donc ça, c'est le potentiel, il est intuitif et violent, lié au talent. Détaille-moi, détaille-moi. Pour que ça dure, il faut que ce potentiel se soit transformé en une dynamique commerciale et financière et une bonne gestion. Parce que si nous étions dans l'art, il suffirait de vendre un tableau de temps en temps pour payer son loyer. Dans la mode, si vous vendez une robe de temps en temps, vous faites faillite. Parce qu'il y a le personnel à payer, les ouvrières, les matières premières, les façonniers, il y a tout ça. Chez Dior, il ne faut pas acheter de robe, il faut téléphoner. Tu sais que c'est le seul endroit dans Paris où on peut téléphoner à l'œil. C'est rarement pour un défaut de talent que les potentiels ne s'épanouissent pas. C'est souvent pour de la malchance ou de la manque de rigueur en termes de gestion. Moi, je suis assez obsessionnel avec leur historique familial au créateur. C'est une question de valeur. Si le créateur a reçu une éducation avec des valeurs fortes, le respect des autres, le respect du travail bien fait, accorder plus de place à la modestie qu'à l'orgueil, par exemple. Dire bonjour aux gens, sourire, remercier. Vous croyez à l'existence de l'âme dans le monde moderne? Je crois à la gentillesse. Pas de questions idiotes. I believe in gentleness. The heart. The heart. The heart. Parce que souvent, quand les créateurs se sont perdus, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leur ego. Je ne diabolise pas l'ego. L'ego est un moteur, c'est un bon booster, à condition qu'on le tienne en laisse. Si on ne le tient pas en laisse et que c'est l'ego qui vous tire un peu comme certains gros chiens, alors là on commence à disjoncter. On n'écoute plus les critiques, on s'enferme dans sa bulle avec sa petite escorte d'amis qui vous protège, qui vous surprotège, qui du coup vous momifie un peu. Et la mode, c'est la vie, donc il faut être dans la vie. Et être dans la vie, c'est ne pas être trop préservé. C'est pas forcément s'entourer, c'est plutôt s'informer, être curieux. Un créateur qui me dit qu'il n'est pas allé au cinéma depuis des mois, je trouve ça un peu grave. Un créateur qui me dit qu'il n'écoute pas les infos le matin en se levant, je trouve ça un peu grave. On a l'habitude de dire que les créateurs ou les artistes s'enferment ou les gens célèbres s'enferment dans une tour d'ivoire, et c'est généralement une tour de miroir plus que d'ivoire. Ça, c'est le danger du métier. Et ceux qui se sont perdus, souvent, c'est à cause de ça. C'est parce que le monde change que la mode change. Donc c'est pas tellement une question de génération, c'est une capacité à capter l'air du temps, pas simplement en termes esthétiques et vestimentaires, mais capter l'air du temps en termes d'émotion, d'attente, de frustration, d'espoir, de rêve. Et pour avoir le baromètre bien branché, il faut quand même être dehors. Les succès de mode sont en logique des rencontres entre l'intuition d'un individu et les attentes d'une société dans laquelle il vit. Et quand il y a rencontre, il y a succès. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Ne pas être trop préservé. Devenir immortel. Et puis mourir. I'm a sexy when I shake it like this, like that. I'm a sexy when you kiss me and I bite you back. I'm a sexy when I tell I got it all on track. I'm a sexy, tell me baby when I hump your cat.
de thèmes qui ont déjà été abordés dans cette vidéo. Préparez déjà vos questions si vous avez envie d'interagir. C'est un peu le but de la rencontre d'aujourd'hui. Et donc voilà, cette question concilier création, l'intuition de l'individu avec la réussite commerciale et donc pouvoir rencontrer les attentes de son public, c'est un juste équilibre à pouvoir trouver effectivement entre ces deux pôles, disons. Je vais passer la parole à Raphaël, peut-être va nous dire un petit mot sur sa démarche en général et puis après sur les constances et conseils aux créateurs, quels sont les éléments cruciaux à tenir en compte pour une réussite commerciale. Bonjour. Donc je suis Raphaël Jiménez. Pardon? Oui. Je suis Raphaël Jiménez et puis je collabore avec le WDM depuis 1 an et demi, presque bientôt 2 ans. Je me spécialise dans le conseil aux sociétés des modes, dans le développement de marques, et je fais du conseil stratégique basiquement. Mon rôle c'est de trouver les voies de développement, c'est-à-dire de la croissance à travers le chiffre d'affaires, donc c'est très concret. On utilise toutes les méthodes, moyens, nos stratégies nouvelles, incluant des nouvelles technologies ou des méthodes peu orthodoxes selon la taille, selon les types d'opportunités qu'on peut trouver dans le marché pour faire que les sociétés puissent bénéficier d'une croissance. Donc ça c'est mon objectif numéro 1. J'existe en tant qu'agence depuis 2005. Avant j'étais commercial chez Comme des Garçons. Une entreprise déjà assez atypique elle-même, mais qui m'a un peu ouvert l'esprit sur beaucoup de différentes manières de se positionner ou de faire les choses différemment. Là-bas, j'avais occupé différents types de postes, mais un principal dans le commercial, jusqu'à arriver au projet de développement dans lesquels notamment j'avais fait le projet de Guerrilla Stores. C'était des boutiques éphémères que l'ouvrait un peu partout dans le monde avec des méthodes très polémiques, enfin qui créaient beaucoup de polémiques à l'époque, mais qui ont été des références dans des projets de retail innovants. Après ça, le plus important, c'est quand je commence à travailler avec une marque, c'est d'essayer d'établir un petit peu une balance entre ce que la marque elle pense qu'elle fait, quel est son objectif, quelle est son ambition, et ce qu'on attend d'elle à l'extérieur. C'est-à-dire comment est-elle perçue à l'extérieur, quelle est la situation du marché, c'est-à-dire vers où le marché il va, et essayer de tisser des liens entre les deux entités. Mon rôle, c'est d'essayer d'analyser les deux réalités et d'essayer de trouver des ponts entre les deux, et des ponts avec une approche assez opportuniste. Souvent, j'ai travaillé avec des sociétés qui sont indépendantes, qui n'appartiennent pas à des groupes, qui ont un financement ou une croissance organique, et donc il faut trouver des pistes qui soient valables par rapport à un environnement économique qui favorise surtout les grands groupes. Donc il faut être assez malin et puis garder l'œil ouvert sur des opportunités dans le marché, etc. Je suis venu à collaborer avec WDM car grâce à mon ami Sophie Carré, c'est toi qui nous as présenté. J'avais travaillé avec pas mal d'institutions à Londres, avec London Fashion Week, avec en particulier avec un projet que personne ne voulait faire, que moi j'ai pris tout de suite, qui s'appelait CFE, Center for Fashion Enterprise. Et eux, ils se voulaient une maison de production des créateurs. Donc, j'ai identifié qu'il y avait beaucoup de parallèles entre les attentes de WDM par rapport au travail que j'avais fait auparavant à Londres. Et souvent, dans les deux cas, les secrets un peu, c'est d'avoir déjà des gens à la tête du projet qui ont l'intelligence de comprendre qu'il faut s'adresser aux gens de l'industrie et savoir choisir ses alliances, de faire confiance et de faire passer la réussite du projet avant tous les intérêts politiques qui sont propres aux projets qui sont financés par l'État. Des deux, la plupart de la difficulté, c'est de faire croire aux gens de l'industrie dans le projet. Donc déjà, il faut commencer par une sélection qui soit vraiment très qualitative.
et qui soit faite avec des critères, avec des standards que l'industrie reconnaît, et pas tout simplement chercher à accommoder des intérêts politiques. Je comprends bien qu'ils existaient, mais bon, en l'occurrence, une fois qu'on a ça, la plupart du travail, il est vraiment de travailler avec les marques pour essayer de les faire comprendre quelle est leur opportunité dans le marché. Et ensuite, chercher les partenaires d'exception, les partenaires de qualité qui puissent aider le projet à aboutir. Et c'est à cet stade-là que nous on a fait appel à Non-Season, qui est connu à Paris pour être les showrooms les plus spécialisés par rapport à des marques très créatives. Donc c'est une somme, on ne fait jamais rien tout seul, et c'est impossible que le créateur, même lui tout seul, juste avec une aide financière, puisse arriver à ses fins. C'est tout un processus très très complexe. Comme Jean-Jacques Picard le disait, il y a toute une tas de métiers qui sont autour d'un projet de mode, d'un projet de marque, et il faut parfois avoir soit les ressources en interne ou s'adresser à des gens externes qui puissent vous conseiller sur la façon de mieux s'y prendre. Juste un mot, Super 8, en fait, c'est un projet que je fais pour essayer de créer des débats et créer des débats et des échanges sur les visions des différentes personnes. La mode, c'est quelque chose de complètement abstrait, où chacun a un mot à dire, mais nous, ce qu'on fait, moi, je crois personnellement à faire parler ou à créer du consensus entre différentes personnalités, différentes autorités, essayer de rassembler un peu d'informations et de les présenter aux gens. Donc c'est le même travail que je fais avec les créateurs, c'est-à-dire recueillir de feedback auprès des gens qui sont des autorités, qui puissent avoir un mot à dire par rapport à eux et revenir vers eux avec une information analysée et trouver des routes. Pour quelque part, dans une échelle plus macro, le Super 8, il s'agit de la même chose. Ce sont des sujets sur lesquels on collabore avec des institutions ou des créateurs, des sujets qui tiennent à nous particulièrement. Donc cette année, c'est comment concilier création et créativité. L'année auparavant, c'était fashion et internet, parce que c'était un domaine aussi sur lequel on avait pas mal fait des projets. Donc voilà, c'est l'explication. Je ne sais pas si... Oui, je vous passe la parole. Merci Raphaël. Je pense que là justement c'est assez facile de passer à Benjamin qui va parler de Non-Season et qui nous raconte un petit peu sa méthode, les difficultés rencontrées, comment est-ce qu'un créateur reçoit le feedback de la part des acheteurs et comment il peut en tenir compte. C'est pas toujours évident, j'imagine, à lire. Bonjour. Alors en fait, par rapport à tout ça, déjà Non-Season, ça fait 8 ans que ça existe, c'est une trentaine de créateurs, hommes et femmes. C'est des créateurs qui, pour certains, sont encore dans le showroom, pour d'autres en sont partis parce qu'ils ont bien grandi. Peut-être que parmi ceux qui sont présents partiront un jour tout seuls. Tout seul, ça veut dire très certainement une réussite, donc ça veut dire aussi une grande écoute de ce que va devenir l'oxygène de vos collections, c'est-à-dire vos clients, les acheteurs. Donc bien souvent, les acheteurs vont faire des remarques qui seront positives, négatives, mais en tout cas qui seront intéressantes et à prendre en considération dès la première saison et pour la suite des saisons à venir. Si vous n'écoutez pas ce que ces gens-là vont vous dire, en fait, pour la suite, ça va être très difficile. Quoi d'autre? Après, il y a des choses, au-delà de la création, il y a une grande partie, comme le disait Raphaël, il y a une grande partie, on va dire, technique, financière, mais surtout au niveau des productions, des livraisons, parce que c'est avant tout c'est une industrie, et vos clients, en fait, ont besoin de recevoir très rapidement votre travail produit, livré, pour être revendu, de façon à ce que vous
puissiez être bien vu et recommander les saisons suivantes. Voilà. C'est un petit peu l'ensemble. Donc, au-delà du travail artistique et créatif auquel vous vous attelez, derrière nous, No Season, on va essayer de vous aider tous pour faire en sorte qu'il y ait une réalité quant à vos créations et qu'on ne reste pas uniquement dans le monde du prototype. Voilà. Il faut aussi savoir montrer sa collection. Et là, vous avez des conseils vraiment intéressants qui disent ta collection prototype montre trop de certaines choses et pas assez d'autres choses. N'oubliez pas qu'un vêtement se porte bien, se doit se porter sur un sein, parce que c'est le premier contact avec l'acheteur. Voilà. Alors, ça après, il y a effectivement toute cette partie, on va dire, d'editing. C'est vrai que les créateurs arrivent avec un certain nombre de pièces par saison. Certaines pièces, un petit peu comme le disait M. Picard aussi, comme n'importe quel artiste, vous restez bloqué sur votre, entre guillemets, œuvre. Et le recul, vous ne l'avez pas nécessairement ou pas immédiatement. Et il y a certaines pièces qui n'apportent rien dans votre collection. Il y en a d'autres qui apporteraient et qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Donc toutes ces choses-là sont importantes aussi. Donc les créateurs l'acceptent ou le refusent, mais quand en général on leur suggère de retirer cette pièce ou de peut-être développer un peu plus de pièces comme ça, si c'est écouté, en général c'est payant pour tous. Voilà. Alors, une autre donnée dans l'équation, c'est la communication, c'est l'image, et c'est pour ça qu'on fait une conférence de presse aujourd'hui. Je vais passer la parole à Philippe, qui va peut-être nous parler de son point de vue de journaliste, blogueur à la fois, et puis aussi de coordinateur de projets de communication, et voir comment on peut travailler. Bon, on a parlé de l'ego du créateur dans la vidéo, mais l'univers et la magie doivent aussi se travailler et doivent aussi se communiquer. Bonjour à vous tous, moi je vais commencer avec une phrase très simple, la mode rend fou en fait. Voilà, elle rend les gens complètement dingos, cinglés. Donc ce que dit Jean-Jacques Picard est très vrai, il faut croire à son instinct et il faut suivre en fait ses intuitions, mais en même temps, comme le dit Benjamin, il faut arriver à écouter des personnes et surtout il faut arriver à bien s'entourer. Et pour moi c'est ça la difficulté pour un jeune designer. Ce qui m'excite beaucoup quand je vois la sélection cette saison, c'est qu'on a des personnalités très tranchées, on a des univers qui sont très forts. Et je trouve que c'est très important de pouvoir avoir cette individualité, cette personnalité et en même temps le soutien que WBDM a mis en place pour que concrètement les créateurs se vendent et les créateurs grandissent. Voilà. Donc ça déjà, moi je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est très rafraîchissant et c'est très positif parce qu'on a vu par le passé beaucoup d'initiatives où des créateurs partaient à New York, des créateurs partaient à Londres, des créateurs partaient je ne sais où, et c'est très bien, tout le monde est content, on présente la collection, certaines personnes passent, et puis voilà, et puis il n'y a pas de commande, et il n'y a rien de concret, et on retombe effectivement dans ce que disait Raphaël, c'est l'histoire du politique. Là, c'est pas du tout ça, là il y a des commandes, et en fait les créateurs tout doucement construisent leur marché, et je trouve que c'est extrêmement positif. Moi, mon rôle, par rapport à WBDM, c'est d'organiser une rencontre entre des créatifs, c'est-à-dire des photographes, des vidéastes, des artistes et nos designers. Et d'être un petit peu la personne qui va organiser, essayer de trouver un équilibre entre la vision d'une personne et les collections des créateurs. Voilà. Et donc j'ai mis en place un projet avec WBDM qui s'appelle Carte Blanche, où chaque saison on va demander à un artiste d'interpréter les collections. Donc en clair c'est ça. Et la saison dernière on l'a fait avec Julien Claessens, qui est un photographe français qui vit à Bruxelles, qui shoot entre autres pour Chanel, pour Cartier et pour Tesquin's Fiori à New York, puisqu'il connaît Olivier depuis très longtemps. Et en fait c'était super, ça s'est super bien passé. J'ai tout de suite impliqué les créateurs, on a fait le stylisme ensemble, ils sont venus au shoot, ils étaient là, ils étaient présents, et donc je sais pas, c'était une dynamique qui était chouette. Et on s'est dit ok, on va remettre le couvert, on va essayer de le faire.
Et cette saison, moi j'ai eu un coup de cœur en fait, donc on vient à l'instinct, j'ai vu les images de Quentin de Riscolard qui est là, qui est tout jeune puisqu'il a 23 ans. Et il a shooté en fait une série d'images pour Dazed and Confused à Londres, qui étaient des backstage en fait de défilés, un petit peu sa version de la Fashion Week, aussi bien à Paris que dans d'autres capitales de mode. Et c'est des images qui m'ont tout de suite frappé parce que c'était pas du tout conventionnel, c'était assez poétique, assez étrange, assez inattendu. Du coup, voilà, ça m'a un peu alerté. Et je crois que ce qui est important, c'est d'être excité et de ressentir quelque chose, une émotion. Mais je pense que Picard, il en parle aussi de ça. C'est vrai qu'on ait un peu cette, je sais pas, ce coup de cœur, cette sensation de dire oui, là, il se passe un truc et j'ai envie de rencontrer cette personne et j'ai envie de lui donner la possibilité de faire quelque chose. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré Quentin et voilà. Et donc, le shoot, c'est samedi. donc, ça va se passer samedi. Et je suis très content qu'on ait un jeune photographe avec des jeunes designers. Et on va avoir un mannequin qui est jeune aussi. Et voilà. Et du coup, on est dans un truc qui est très cohérent pour moi. Et quand on dit on fait de la place à la jeune création et on aide les jeunes, on le fait vraiment. C'est pas juste une ligne dans un communiqué de presse, on le fait et on prend des risques, on prend des gens qui ont du talent et on les lance. Voilà. Donc c'est un peu ma vision et pourquoi ça me plaît, ça me satisfait et ça me stimule de travailler avec les jeunes. Merci Philippe. Alors on parle aussi toujours du financement qui est une problématique qu'on rencontre, que ce soit au début du lancement de son projet, mais aussi quand ça marche. Quand le projet marche et qu'il faut gérer la croissance, pouvoir financer la croissance, c'est une difficulté et c'est assez interpellant de voir des créateurs qui doivent s'arrêter parce qu'ils disent on n'a pas trouvé les investisseurs nécessaires pour nous permettre d'assurer la croissance. Alors je vais laisser la parole à Florence Espel qui est là pour représenter Start. Et peut-être qu'il peut d'abord nous en dire un petit mot. Je pense que c'est pas encore assez connu, c'est un outil très récent. Et en plus après, peut-être qu'il pourra nous dire dans un dossier, quand un dossier vous parvient, quelle est la part, à part le business plan évidemment, à part le plan financier, dans le business plan, quelle est la part que vous pouvez laisser aussi au côté coup de cœur créatif du projet. Merci Laure. Bonjour. Oui, donc effectivement, Start, c'est un outil relativement récent, donc qui a été créé en 2009, qui est vraiment actif depuis 2010. C'est un fonds d'investissement donc pour les entreprises créatives et culturelles qui a été créé à l'initiative de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour booster toute l'économie créative en Wallonie et à Bruxelles. Alors, pourquoi la nécessité d'un tel outil? Tout simplement parce que les outils financiers traditionnels ne répondaient pas aux besoins de tous les secteurs créatifs. Et pour parler de la mode en particulier, par exemple, ne prennent pas en considération tous les actifs immatériels, toute la valorisation de la marque dans la considération du dossier de demande de financement. Donc le but de Start, c'est effectivement de mettre en place tous les outils qui vont pouvoir répondre à vos besoins. Pour Start n'est pas seulement donc destiné à la mode, mais vraiment couvre tous les secteurs de la créativité. Donc ça couvre le design, la mode, l'architecture, les arts du spectacle, en allant jusqu'aux jeux vidéo ou à tous les développements, nouvelles technologies, mais qui ont des contenus créatifs. Donc nos secteurs sont vraiment très étendus. Alors concrètement, effectivement, on va vous rencontrer dans un premier temps, analyser votre dossier qui en fait est un business plan assez traditionnel et on va les critères qui vont vraiment être importants dans la décision de financer votre activité. Ça va être effectivement la rentabilité de l'entreprise. Ça va être aussi la valeur culturelle et créative, ou en tout cas la valeur artistique, mais surtout d'un point de vue place sur le marché. Est-ce que votre produit a une réelle place sur le marché?
on va pas juger de la qualité artistique du produit, c'est pas là notre rôle, mais vraiment quel est le potentiel sur le marché. Alors, on peut dire encore, oui, donc en fait, concrètement, on intervient sous forme de prêt ou de participation au capital des entreprises. Donc, on va intervenir vraiment dans le financement de la structure. On ne va pas intervenir dans le financement d'une collection, d'un projet ponctuel. C'est vraiment l'entreprise qu'on va financer. On peut vraiment intervenir dans le financement au moment de la création de l'entreprise, comme on peut intervenir au moment du développement de l'entreprise pour conquérir des nouveaux marchés, aller à l'international, etc. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses très vraies dans la vidéo qu'on a vue. C'est sûr qu'on ne peut que vous encourager de vous associer, de constituer un binôme, par exemple, ou de vous associer des compétences en matière de financière, en matière de commerciale, parce qu'on rencontre énormément de créateurs qui effectivement n'ont pas beaucoup de vision au niveau de la stratégie commerciale, mais aussi de la gestion financière de leur entreprise. Et un autre conseil, c'est vraiment d'anticiper les besoins un maximum, parce que le gros problème de tout secteur de la mode, c'est vraiment le problème du cash flow. Et si on n'anticipe pas, on est vite coincé. Et voilà, on constate effectivement beaucoup d'échecs, de disparition d'activités reposent sur ce problème de cash flow. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à la question. Mais je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions plus techniques ou pas. Bien, justement, on arrive au moment des questions. Donc, je ne sais pas si dans ce que vous avez entendu, on a parlé de choses assez différentes, et il y a des questions, enfin, des sujets qui vous interpellent, ou si dans les créateurs qui ont participé déjà, qui ont déjà bénéficié de ces services-là, vous avez envie de réagir peut-être et d'apporter un peu votre témoignage. Ou encore, je vois d'autres organismes ou des bureaux de presse qui sont là pour soutenir les créateurs et qui peut-être ont aussi un avis à donner sur les besoins des créateurs et comment on peut y répondre. Tout ça nous aidera, je pense, aidera à la réflexion collective ici sur ce qu'on peut mettre en place effectivement de mieux ou de plus pour les créateurs. Il y a un micro qui n'entendait pas le parler. Par rapport à cette question, il y a deux typologies de clients. Il y a la première typologie est la plus importante, que chaque styliste voudra et j'espère aura. C'est, on va dire, les clients qui sont leaders, prescripteurs, qui font un travail de recherche. Donc tout le travail des 5 collections qui va être présenté là est intéressant. Si un ou plusieurs arrivent à séduire, on va dire, Sonia de Style, Armand Didal d'éclaireur ou d'autres, voilà, Atelier de New York ou des choses comme ça, c'est ces conseils-là, ces remarques-là qu'il faudra prendre en considération. Après, je dénigre pas les clients qui sont un peu plus en dessous, mais il est évident qu'il y en a certains, ça ne sera pas forcément utile de prendre en considération. Voilà. Parce que bien souvent, dans les grands, ça va toujours dans le même sens. Après, on appartient à une famille, on appartient à une typologie de clients, et si dès le début c'est la typologie du dessus, c'est parfait. Après, en général, les clients du dessous viennent tout de suite.
ça permet, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi de faire un fonds de cash flow. Voilà. J'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez. Vous participez à des domaines très étendus, mais dans la mode, d'après mon expérience, on est confronté à un petit peu ce que disait M. Picard. Donc il y a des hypes, comme ça, il y a des produits qui pendant 2-3 ans marchent très bien. Et puis après, voilà, plus personne n'en veut. Donc c'est avec les tendances, c'est un peu compliqué au niveau des créateurs de développer un produit qui va se transformer en un classique ou pas, ou de trouver, enfin de répondre à la demande, de répondre à quelque chose de contemporain, mais etc. Et en fait, ma question par rapport au financement, c'est comment vous quantifiez, comment vous de votre point de vue, vous dites ah oui, ça c'est un potentiel sur le marché. Vous comprenez, c'est quasi impossible en fait de dire ça. Alors je dis pas oui, prenez-moi pour le financement, mais quelque part, quand on présente un business plan et qu'on dit là nous n'avons pas de garantie si notre produit va marcher. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que de ce que j'ai vécu là en 3 ans, j'ai l'impression que la mode c'est vraiment un développement à très long terme. C'est pas comme un autre domaine. Donc voilà, c'est ma question. Oui, effectivement, c'est très marqué dans la mode, mais ça touche tous les secteurs. C'est que les prévisions restent des prévisions. Et que voilà, on essaye de s'approcher le plus possible de ce qui peut être la réalité et à partir des données qu'on a. Mais voilà, le but est vraiment au travers des projections, de comprendre aussi de comprendre aussi en fait les objectifs de l'entrepreneur, sa manière sa vision de développement, voilà. Mais des projections restent des projections, et ça c'est vrai pour tous les secteurs. Donc voilà, après c'est vous aussi les spécialistes. C'est vrai que nous on couvre différents secteurs, donc on ne peut pas être très calé sur tous les critères et la manière dont on peut se développer un produit en mode ou en design. Ou, voilà, on essaye de s'entourer des conseils qu'on peut. Mais après, c'est vrai que c'est difficile. C'est toujours un pari qu'on prend, mais on a besoin de projection, quoi qu'il en soit. Mais est-ce que vous avez des conseillers professionnels de la mode ou vous n'avez que... On s'entoure par dossier, on essaye d'essayer de trouver les experts qui vont pouvoir nous conseiller sur les dossiers. Vous avez un nouvel outil, je pense, avec un prêt plus bas? Oui, tout à fait. Donc par exemple, et c'est en particulier pour le secteur de la mode qu'on l'a adapté. Donc au départ, Start avait été créé pour financer à partir d'un montant de 50 000 €. On s'est rendu compte que, en particulier dans le secteur de la mode, on avait beaucoup de besoins inférieurs qui se justifiaient tout à fait. Donc voilà, à partir de maintenant, enfin à partir de quelques mois, on peut aussi financer à partir de montants inférieurs. Bonjour à tous. Moi, ma question était la suivante. Vous conseillez à
marque de faire combien de saisons avant de se dire que son affaire marche ou ne marche pas, en termes de rentabilité ou en termes de réception de ce qu'elle fait dans la presse. À quel temps? Oui, je sais pas, aux experts. Je ne saurais pas dire, on sent tout de suite s'il y a des ajustements qu'on peut apporter. En fait, c'est vrai que la règle générale c'est 4, mais moi je dirais que le plus important c'est de savoir est-ce qu'on peut intervenir dans les structures, dans les processus et améliorer la performance de la marque, tout simplement. Pour cela, souvent, moi je suis mené à faire des études souvent sur, à ce moment il y a un nouveau, il faut définir tout de suite si le truc marche ou pas. Alors, vous allez demander à des gens, vous allez recueillir la perception de la marque ou des produits auprès des boutiques dans le marché cible. Si c'est l'Asie, c'est l'Asie, si c'est partout dans le monde, je peux dire un petit peu partout. Vous voyez si les processus de production ou les processus industriels, il est à point. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? Et si la réponse à tout ça c'est non, bah on laisse tomber. Ou alors s'il y a des choses à améliorer, bah on essaye d'amener donc le facteur enfin le partenaire, l'outil interne, enfin peu importe sous quelle forme, mais on essaye d'amener ces facteurs manquants pour voir si on améliore les processus industriels. Donc oui, au bout de 4 saisons déjà, quand on essaye toujours la même stratégie, on voit que ça ne décolle pas, il est très peu probable que tout à coup tout le monde change d'avis. Au contraire, on est souvent déjà brûlé. Donc il faut soit on présente quelque chose de nouveau, ou soit voilà. Par rapport à ça, en fait, je vais juste rajouter une chose que Raphaël vient de dire. En fait, le plus grand danger et l'aspect le plus difficile à maîtriser, en fait, c'est les développements qu'on peut appeler des développements de yo-yo, qui sont les premières, enfin, la première ou la seconde saison, on va finir avec 15-20 clients, ce que tout le monde trouve formidable. Et puis la deuxième saison, on va redescendre à 3 ou 5. Alors après, effectivement, les analyses sont simples. La première des raisons d'une descente de clientèle en deuxième saison, très généralement, on peut la traduire par un problème au niveau de la livraison, de la fabrication du produit même. La chose la plus importante, c'est que chacun de vos prototypes doit être le reflet de votre production. Il ne faut surtout pas mentir ou trahir le client. Donc après, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que les investissements de 50 000, ça peut être un chiffre assez élevé, mais la bonne, au-delà des partenaires que WBDM a réunis pour vous, c'est de trouver les bons fabricants, les bons producteurs. C'est eux, et c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Et puis après il faut vraiment respecter tout ce qui fait que la mode n'est qu'une industrie. Juste il y a une fédération ici en Belgique qui s'appelle Créamoda, qui est la fédération des industries de la confection, qui est en train de préparer pour le mois de mai justement une rencontre entre créateurs de mode et producteurs. Parce qu'il y a des producteurs qui cherchent aussi des créateurs, soit engagés évidemment comme stylistes ou sous contrat de style, soit vraiment ils sont prêts à travailler pour les collections propres des créateurs. Donc ça on diffusera avec la maison du design, GP Design et le MAD, on diffusera l'information dès qu'on la connaîtra. Sinon, on peut, à mon avis, en rester là pour la question collective. Il y a 2 petites filles qui sont venues installer, je pense, Catherine là derrière. Je voudrais remercier tout le monde. Je crois que tout le monde a encore beaucoup de choses à dire, ceci dit, avant qu'on clôture. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Et on parle beaucoup des difficultés
difficultés, on parle beaucoup des obstacles, etc. Mais j'aimerais quand même souligner que en Belgique, moi je suis français en fait, je suis en Belgique depuis janvier 2008 et j'ai rarement vu un pays de cette taille avoir autant de designers, de photographes, de cinéastes, de chefs, enfin des gens extrêmement talentueux, et il y a un vrai vivier en fait de talent dans ce pays. Alors on m'a posé la question, même des Belges m'ont demandé oui mais à ton avis la créativité belge elle vient d'où, et j'ai pas la réponse à cette question, peut-être que vous avez la réponse. Mais en tout cas, je lisais un article hier dans le Women's Wear Daily où les grands magasins américains en fait parlaient de la Fashion Week de New York, des perspectives d'achat en disant que les super brands, donc les grands groupes et les grandes marques, parfois souffraient un peu et qu'il y avait un désintéressement en fait de la part de la clientèle. Et je me dis tiens c'est rigolo, il y a un truc à mon avis à creuser pour les jeunes créateurs et pour quelque chose qui soit plus sincère, plus artisanal, plus humain. Et je pense que c'est peut-être le sillon à creuser pour nos créateurs aujourd'hui. Il y a une place, évidemment, pour eux. Donc je suis assez encouragé et assez optimiste, en fait, par rapport au futur. Voilà.